Bonsoir à tous, merci de nous rester fidèles. Tout de suite le sommaire de votre journal. En cette journée mondiale d'Alzheimer, nous ferons le point sur les acquis enregistrés en matière de prise en charge de cette maladie neurodégénérative qui touche environ 200 000 personnes chez nous. Nous parlerons également de l'importance du diagnostic précoce et de l'accompagnement thérapeutique. La rentrée universitaire 2021-2022 est marquée par l'instauration du système du bachelor. À Marrakech, notre équipe a suivi une jeune inscrite à la faculté des sciences de Marrakech Semlalia. Elle est pleinement motivée et elle a hâte de commencer les cours avec ce nouveau système. Peur et inquiétude dans l'île espagnole de Palma après l'éruption du volcan Cumbre Vieja. Première éruption depuis 50 ans, 6 000 personnes ont été évacuées. Les autorités craignent des dégâts. La situation est attentivement suivie chez nous par l'Institut national de géophysique. Un sismologue de l'établissement sera d'ailleurs en direct avec nous pour un éclairage. Processus électoral, Mbarka Bouaïda du Rassemblement national des indépendants, réélue aujourd'hui présidente du conseil de la région Guelmi Mouadnoun. Mbarka Bouaïda a obtenu la confiance de 28 membres sur les 39 que compte le conseil régional. Lors d'une session plénière, il a été également procédé à l'élection des 6 vice-présidents du conseil de cette région. On reste dans la région Guelmim-Ouadnoun et direction l'une des communes relevant donc de cette région, une commune frontalière, celle d'El Mahbes, qui a élu son président, ou plutôt sa présidente, une première d'ailleurs dans cette zone. Mohamed Aïtchgar pour les détails. La commune d'El Mahbes, une commune frontalière. Le scrutin du 8 septembre dernier a permis d'élire les 16 membres du conseil communal, un collège électoral qui a de son côté élu ce matin le président du conseil. Et c'est une femme, Fatiha Al-Hmami du Parti de l'Unité et de la Démocratie. Elle a été élue à la majorité confortable de 11 voix sur 16. Suivie de Mahmoud Khbiza du PAM, qui a obtenu 5 voix. Fatiha Al-Hmami devient ainsi la première femme présidente de cette commune relevant de la province d'Assazag. Je remercie les membres du conseil communal d'El Mahbes pour la confiance qu'ils ont placée en moi et je souhaite travailler avec tous les membres pour la mise en œuvre du plan de développement tracé pour cette zone frontalière. J'espère être à la hauteur des aspirations de la population au service de notre pays et des citoyens. La commune d'El Mahbes bénéficie de nombreux projets de développement inscrits dans le cadre du modèle de développement des provinces du Sud pour la région Guelmim-Ouadnoun. Élection ce mardi également des membres des conseils des préfectures et des provinces à travers le royaume par les conseillers communaux élus lors du scrutin communal du 8 septembre. Nous avons sur ces images l'opération de vote à Ifrane. Au total, à travers le royaume du Maroc, plus de 30 000 grands électeurs devaient plutôt se rendre au bureau de vote pour élire donc les membres de ces conseils, alors que l'élection de leur président est prévue dans les 10 jours suivant l'élection des membres, conformément à la loi organique relative à l'élection des membres des conseils des collectivités territoriales. Ces élections se caractérisent par un ensemble de nouveautés, notamment la mise en place d'un mécanisme pour garantir la représentativité des femmes au sein de ces conseils. Et sachez également que le dépôt des candidatures pour l'élection des membres de la Chambre des conseillers est prévu le 5 octobre prochain, débutera ce vendredi 24 septembre pour se prolonger jusqu'à lundi à midi. Selon un communiqué du ministère de l'Intérieur, les candidats concernés sont les membres des conseils communaux, préfectoraux, provinciaux et régionaux également, des chambres professionnelles, des organisations professionnelles les plus représentatives, des employeurs ainsi que les représentants des salariés.
Le procureur général du roi, près la cour d'appel de Guelmim, a annoncé cet après-midi l'ouverture d'une enquête judiciaire approfondie pour mettre la lumière sur les circonstances et les causes du décès du dénommé Abdelwahab Belfqih, qui a succombé à ses blessures par balle à son domicile avec la réalisation d'une autopsie. Dans un communiqué rendu public, la même source indique que le ministère public a reçu une information des services de la police judiciaire compétente selon laquelle le dénommé Abdelwahab Belfqih, blessé par balle à son domicile, a été évacué mardi matin par une ambulance de la protection civile vers l'hôpital de Guelmim où il a subi une opération chirurgicale avant de rendre l'âme au service des soins intensifs. Je vous disais en titre, nous sommes le 21 septembre et c'est la journée mondiale de la maladie d'Alzheimer, l'occasion de sensibiliser à l'une des formes les plus répandues de démence, à l'importance du diagnostic précoce et également à l'importance d'un accompagnement thérapeutique adéquat. Cette maladie neurodégénérative détruit, comme vous le savez, progressivement et définitivement les cellules du cerveau et selon l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, elle touche plus de 50 millions de personnes à travers le monde. Au Maroc, 200 000 cas sont dénombrés. Saïd El-Idrissi, Abdelrahman Chikir et Omeima Ramli. De cette première consultation, Saïda attend beaucoup. Depuis quelque temps, sa maman présente des troubles de mémoire avec des oublis. Alertée, elle lui prend un rendez-vous chez un neurologue. C'est lors de ce stade dit prodromal que le diagnostic doit être posé pour pouvoir ralentir l'évolution de la maladie. Depuis quelques mois, j'ai décelé tous les signes avant-coureurs de la maladie chez ma mère. Elle fait sa prière quelques heures après, oublie si elle l'a bien accomplie, se répète dans ses paroles. Tout cela nous fait peur. On vit dans l'angoisse de savoir qu'un jour, elle commettra peut-être un oubli qui sera dramatique. Un patient qui vit dans le flou et une peur constante du côté de la famille. Alors, quid de la prise en charge ? ملي يبان لنا التشخيص ديال المرض ديال الزهايمر خصنا نعلموا العائله. Une fois le diagnostic posé, on évite de l'annoncer au patient. Ce n'est qu'au bout de quelques séances qu'on lui dira. Les patients d'Alzheimer sont sensibles, il faut les ménager. C'est une maladie chronique et les médicaments se prennent à vie. La famille doit être forte. Elle joue un rôle important dans le processus de prise en charge. Une vie ponctuée de trous de mémoire et une famille angoissée, scotchée aux côtés du malade pour lui porter une assistance constante. Au Maroc, quelques 200 000 cas d'Alzheimer. 80% sont âgés de plus de 75 ans. Dans certains cas, très rares. La maladie peut également atteindre des personnes âgées de moins de 65 ans. Et pour en parler, nous sommes en direct avec Dr Maria Ben Abdeljelil. Docteur, bonsoir. Vous êtes neurologue. Comme nous venons de le suivre dans ce reportage, la fille de la patiente a été alertée après avoir remarqué des oublis périodiques chez sa maman. À part, docteur, les trous de mémoire, quels sont les autres signes avant-coureurs qui peuvent tout aussi nous alerter pour un diagnostic précoce et donc une meilleure prise en charge? Et puis, quels sont les symptômes cliniques se développant plus tard? Bonsoir, merci beaucoup pour l'invitation. Donc effectivement, le premier signe dans la grande majorité des cas, ce sont des troubles de la mémoire. Le sujet commence à oublier les faits récents. Et puis petit à petit, quand la maladie évolue, les troubles vont également toucher la mémoire des faits anciens, les souvenirs personnels du sujet. Ensuite, petit à petit, on va voir apparaître des troubles, par exemple, de l'orientation temporo-spatiale, des troubles du langage, avec en particulier un manque du mot, une difficulté pour le patient à trouver les mots. Il va y avoir également des difficultés pour la réalisation gestuelle de certains gestes de la vie quotidienne, des troubles de la reconnaissance aussi, en particulier la reconnaissance des proches. Et puis, il y a également des troubles du comportement qui vont apparaître à un stade un petit peu plus évolué de la maladie, avec par exemple une agitation, une irritabilité, une grande nervosité. Cela peut être aussi des troubles de l'humeur, en particulier une dépression ou bien une grande anxiété. On peut avoir aussi des troubles psychiatriques type hallucination, idées délirantes.
Docteur Ben Abdeljelil, une journée comme celle-ci est également l'occasion de dresser un bilan. Quel état des lieux peut-on dresser aujourd'hui concernant la prise en charge de la maladie avec tous ces effets, toutes ces souffrances psychologiques, aussi bien pour le sujet que pour la famille? Oui, tout à fait. C'est vraiment une maladie du patient et de son entourage. Comme vous dites, c'est une grande souffrance. C'est une maladie en plus qui est dynamique parce que les choses vont s'aggraver petit à petit au fil du temps. Donc ce n'est pas figé et ça nécessite une adaptation de tous les instants. Donc actuellement, l'état des lieux chez nous, bien sûr, le diagnostic, comme l'a dit Dr Moutaoukil dans le reportage, se doit d'être le plus précoce possible. Plus on diagnostique tôt la maladie, et meilleure sera la prise en charge. Il y a donc des consultations de neurologie parce que le diagnostic doit être posé par le spécialiste qui est le neurologue. À partir des symptômes cliniques du patient qui vont donc alerter, le neurologue va procéder à un examen clinique complet. Il peut faire aussi des tests neuropsychologiques pour objectiver les différents troubles de la mémoire et les autres troubles intellectuels. Il y a aussi des troubles du raisonnement, du jugement, bien sûr. Ensuite, il faudra procéder aussi à une imagerie du cerveau. En particulier, le mieux, c'est de faire une IRM. Au plan mondial, cette fois-ci, docteur, de quelle actualité scientifique parle-t-on actuellement pour justement, toujours dans cette lignée, d'une meilleure prise en charge? Y a-t-il des nouveautés encourageantes? Alors, la grande actualité, c'est effectivement le fameux médicament qui a été, dont l'autorisation de mise sur le marché a été accordée aux États-Unis par la FDA en juin 2021, qui est l'aducanumab, qui est un médicament en fait qui vise à réduire ce qu'on appelle la protéine amyloïde au niveau cérébral. On sait que c'est cette protéine qui est anormale. Et en fait, l'effet a été prouvé au niveau biologique, mais pas au niveau clinique, sur le plan des symptômes cliniques pour l'instant. Donc c'est une autorisation temporaire avec une autorisation accélérée de mise sur le marché, mais la FDA a demandé aux laboratoires pharmaceutiques d'ici à 2030 de prouver l'efficacité clinique. Donc c'est beaucoup d'espoir pour les patients, mais ça s'adresse à des patients au tout début de la maladie et on attend quand même les années qui viennent pour avoir plus de certitude quant à son effet. Ça c'est vraiment l'activité du moment. Très bien, docteur. Revenons au cercle proche que vous avez évoqué tout à l'heure. Alzheimer, c'est une maladie neurodégénérative, une pathologie très lourde, difficile à vivre pour la personne qui en est atteinte, mais aussi la souffrance, elle est grandissante. Psychologique d'abord, de la famille qui reste au chevet, d'un malade parfois grabataire, incontinent, avec des troubles de sommeil, une agressivité, une irritabilité, des difficultés de langage, de communication. Ce n'est pas évident non plus pour les proches. Comment doivent-ils se comporter pour alléger peut-être la souffrance? Oui, alors ce qui est sûr, c'est que l'aidant principal, c'est souvent il y a une personne de la famille qui porte tout le fardeau et cet aidant est en grande souffrance, à la fois physique parce que c'est très fatigant, il manque de sommeil souvent, à la fois psychologique bien sûr. Il y a souvent plus de maladies chez l'aidant principal d'ailleurs que dans la population générale. Ça peut être souvent une personne âgée si c'est le conjoint qui s'occupe de son parent malade. Et donc, il faut vraiment que l'aidant se fasse aider. Il faut qu'il aille chercher l'information, qu'il n'hésite pas à faire appel à un soutien psychologique. On le fait au niveau de l'association Maroc Alzheimer en mettant en place des groupes de parole, des groupes de soutien psychologique. Parfois, l'aidant nécessite lui-même un médicament, par exemple antidépresseur ou anxiolytique. Maintenant, il y a bien sûr une prise en charge qui devrait aussi se mettre en place pour aider les familles à domicile, en particulier des visites de professionnels de santé, par exemple. Et ça, c'est le rôle aussi de notre ministère de la Santé publique pour arriver petit à petit à mettre cela en place au niveau des domiciles des patients. Et ça devrait s'intégrer dans un plan national de lutte contre la maladie d'Alzheimer et de soutien aux patients et aux familles. Docteur Maria Ben Abdeljelil, merci de cet éclairage. Covid-19, à présent, le point sur les principaux indicateurs. Un total de 1848 nouveaux cas et 51 décès recensés pendant les dernières 24 heures. Les cas actifs suivent toujours une tendance baissière. Ils sont redescendus à 19 930.
Les cas sévères ou critiques ont atteint 1318. Pour ce qui est de la vaccination, le nombre des primo-vaccinés avoisine désormais les 21,5 millions. Celui des personnes complètement vaccinées dépasse les 17,5 millions. Le président du Haut Conseil d'État libyen, Khalid El-Meshri, a eu des entretiens à Rabat avec le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita. Le Haut Conseil d'État libyen est une instance qui fait office de Sénat. À cette occasion, le président du Haut Conseil d'État libyen a salué les grands efforts déployés par le Royaume du Maroc en vue de rapprocher les points de vue des protagonistes libyens, ainsi que son souci de parvenir à des consensus politiques devant favoriser la solution de la crise libyenne. Le Conseil insiste avec force, a-t-il dit, sur la tenue des élections législatives et présidentielles le 24 décembre prochain et tient à assurer tous les candidats de son attachement à la neutralité et à l'indépendance. Pour sa part, Nasser Bourita a souligné que le respect du calendrier des élections présidentielles et législatives prévues le 24 décembre prochain est l'unique solution pour sortir de la crise en Libye. Cette année, la rentrée universitaire est marquée par l'instauration du système du bachelor, un système visant à insuffler, à dynamiser en fait, à donner un nouveau souffle à la formation dans les différentes filières. L'idée est également de favoriser l'implication de l'université dans son environnement économique. Exemple tout de suite à Marrakech avec Hassan Mskour, Zakaria Moqin-Billah et Oumaima Ramli. C'est un grand jour pour Majda. Aujourd'hui, elle s'inscrit à la faculté des sciences Semlalia de Marrakech. Titulaire d'un baccalauréat sciences physiques, Majda fera son entrée dans un nouveau système universitaire, le bachelor. J'ai choisi la faculté des sciences Semlalia car c'est un établissement réputé au niveau national et international. J'espère devenir chercheur en biologie. Le système du bachelor offre beaucoup d'avantages et de nouveaux enseignements destinés à développer les compétences personnelles des étudiants. Un nouveau système avec plus d'opportunités dans les choix des filières et des formations. Dans cette faculté, 1000 nouveaux inscrits sont attendus pour cette rentrée. Plusieurs mesures sont adoptées pour faciliter leur intégration. Nous sommes là pour aider les nouveaux bacheliers dans l'accomplissement des formalités d'inscription. Nous leur expliquons les différences entre les systèmes adoptés au niveau de la faculté, l'ancien système LMD et le nouveau système bachelor. Le bachelor est de nature à améliorer la qualité des enseignements et de motiver davantage les étudiants tout en les incitant à apprendre les langues étrangères et à améliorer leurs aptitudes personnelles et leur culture générale. Le but est aussi de combler les carences afin de promouvoir l'employabilité sur le marché du travail. Après 18 ans de système LMD, les universités marocaines adopteront donc le bachelor avec des études étalées sur 4 ans. Organisé en système de crédit, ce système a l'avantage d'être plus flexible, de favoriser les soft skills et l'apprentissage des langues pour une meilleure intégration professionnelle des étudiants. Et toujours concernant le bachelor à Tétouan par exemple, ce ne sont pas moins de 10 nouvelles filières qui viennent d'être ouvertes dans le cadre de ce nouveau système au niveau des différents établissements d'enseignement supérieur relevant de l'université Abdelmalek Saadi. Alors qu'est-ce qu'un bachelor et quelles sont les nouveautés qu'apporte cette nouvelle forme d'études supérieures qui vient remplacer le cycle de la licence fondamentale? Nous vous proposons d'écouter le président de l'université Abdelmalek Saadi. C'est une nouvelle forme de formation qui se base essentiellement sur les soft skills, sur les projets personnels des étudiants, sur un apprentissage linguistique parallèlement aux formations de spécialisation. Notre université a demandé l'accréditation d'un certain nombre de bachelors. Heureusement, nous avons eu l'accréditation de 10 bachelors, 2 bachelors à la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales à Tanger, 2 à la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales à Martil ou Tétouan, 2 à la faculté polydisciplinaire de Qasr El-Kbir qui va ouvrir cette année-là dès la rentrée en cours, un bachelor à la faculté des sciences, un autre à la faculté des lettres et des sciences humaines et un 10e bachelor à l'ENS, l'École normale supérieure.
Les habitants de l'île de Palma, dans l'archipel canarien, sont sous le choc. Le volcan Cumbre Vieja est toujours en éruption, la première éruption d'ailleurs après 50 ans. Cela fait craindre des dégâts considérables. Nisri El-Hamdaoui. C'est la première éruption du volcan Cumbre Vieja, traduisait le vieux sommet depuis 1971, dans l'île espagnole de La Palma, aux Canaries. Elle s'est enclenchée avant-hier dimanche, obligeant 6000 personnes à quitter leur domicile. L'émergence d'une nouvelle bouche éruptive dans la zone de Tacando sur la commune d'El Paso y est pour beaucoup. Elle intervient après un séisme d'une magnitude de 4,1 enregistré dans la nuit. Fort heureusement, aucune perte humaine n'est à déplorer, mais des dégâts, il y en a eu. Les coulées de lave crachées par le volcan ont détruit une centaine de maisons comme celle-ci, où l'on aperçoit des boules de lave échouées sur cette piscine. Les images diffusées par les médias ainsi que par les autorités et les riverains donnent à voir des coulées noires et oranges, avalant arbres et routes sur leur chemin. Cette catastrophe naturelle a suscité une panique générale auprès des habitants de cette région. Ces derniers se sont vus obligés de prendre la fuite, sauvant ce qui peut l'être, aidés par les autorités locales. Nous ne sommes pas énervés, nous avons essayé de prendre le nécessaire, le réfrigérateur, les matelas, l'essentiel, pas plus. Pour l'heure, des coulées de lave sont attendues sur la côte. C'est d'ailleurs ce que redoutent les scientifiques. Pour eux, la rencontre de la lave avec l'océan dans cette île de l'archipel des Canaries pourrait entraîner des explosions, des vagues d'eau bouillante et le dégagement de gaz toxiques. D'après les spécialistes, l'éruption du Cumbre Vieja pourrait durer plusieurs semaines, voire quelques mois. Et justement, le cratère du volcan des Canaries crache pour le moment de la lave. Certaines questions nous interpellent. À l'éruption pourrait succéder une explosion. Y a-t-il ou non une accumulation de gaz? Y a-t-il ou non une activité sismique suspecte ou alors menaçante? En tout cas, l'actuelle situation est également suivie de très près par l'Institut national de géophysique, dont nous recevons en direct le sismologue Nasser Jbour. Monsieur Jbour, bonsoir. Pourquoi vous êtes d'abord ici au Maroc, à l'écoute, si on peut le dire comme ça, des ondes sismiques de ce volcan, Cumbre Vieja? Bonsoir. Le volcan Cumbre Vieja de l'île de La Palma, quoiqu'il est à 500 km de nos côtes, nous intéresse du fait de l'océan qui nous sépare et aussi des émanations des gaz produites lors de l'éruption de ce volcan. Nous avons suivi avec les équipes locales, les équipes espagnoles qui ont déployé une logistique importante sur le site avec une multitude de capteurs sismiques, GPS, capteurs de gaz pour analyse, et nous avons un peu prédit que cette éruption n'allait pas causer un tsunami, un méga tsunami comme ça a été dit sur quelques sites, mais uniquement un cratère local. Donc la thèse d'un méga tsunami a été tout de suite écartée. Autre question, Monsieur Jbour. Est-ce qu'il y a des signes également que le cratère risque d'exploser? Et en cas d'explosion, en fait, quels seraient les éventuels scénarios? Pour l'instant, l'activité sismique et les déformations sont très localisées autour de ce foyer. On sait que l'île contient beaucoup de cratères, petits cratères qui jalonnent cette crête du nord au sud qui fait une trentaine de kilomètres, mais l'activité reste très localisée sur le site où on a vu le dégagement de gaz et de la lave.
Monsieur Nasser Jebor, sismologue à l'Institut national de géophysique, merci de cet éclairage. À présent, cette alerte de la météorologie nationale, des averses orageuses localement fortes sont attendues ce soir et demain aussi dans plusieurs provinces du royaume. Ces averses de niveau orange concernent Boulmen, Figui, Gersif, Ifren, Jradach, Nefra, Midlsfro, Taounet, Taourir, Titaza. Ces averses orageuses pourraient également être accompagnées de rafales de vent sous orage et des chutes de grêle. Plusieurs provinces du royaume ont déjà connu de faibles précipitations. Et voici les hauteurs de pluie relevées en millimètres. De 6h hier lundi à 6h cette matinée, 2 mm pour Midelt et moins d'1 mm à Ben Slimane, Rabat, Nouassar et Sidi Ifni. Sport, football, le retour des supporters dans les stades sera effectif lors des prochaines journées, à condition bien sûr de se munir du pass vaccinal. Ce retour des supporters dans les stades a été au centre d'une réunion du comité directeur de la Fédération royale marocaine de football, réunion qui s'est tenue aujourd'hui même par visioconférence. Les artistes font le mur depuis le 16 de ce mois-ci, le 16 septembre, dans la capitale. Entendez par là qu'ils se sont emparés d'une dizaine de façades de Rabat afin de transformer la ville lumière en un centre d'art urbain à ciel ouvert. À l'initiative du festival Gédar qui fête cette année sa 6e édition, 20 artistes nationaux et internationaux ont été réunis pour donner un nouvel éclat à tous ces murs. Yassine Mahazi, Hamza Sayeh, avec un commentaire de Dominique Orlando. En vous baladant dans certaines rues de la capitale, probablement allez-vous constater quelques nouveautés en guise de paysage. Pour cela, il faudra un petit peu lever les yeux au ciel et peut-être commencer à se demander comment font-ils pour dessiner sur une superficie aussi considérable. Une des questions que je me pose vraiment, c'est comme ils ont le nez sur le mur qui est gigantesque, comment ils gardent la perspective en fait. Donc on en a parlé hier avec un ami qui me disait mais oui ils font des croix sur le mur et ils savent exactement où ils vont avec les traits. Mais je trouve que ça c'est quand même bon, j'imagine qu'ils descendent souvent pour aller regarder et revenir, mais voilà, ça c'est je me pose souvent la question de comment ils font quoi, comment ils passent du dessin petit au grand format quoi. Pues, o sea, tomo fotos para hacer como toda la referencia de lo que voy a pintar y toda la historia de lo que quiero contar en el mural. Au départ, je prends des photos de mes croquis pour illustrer tout ce que je veux peindre et raconter. Par la suite, je découpe l'ensemble du tableau mural en petits carrés de dimensions identiques afin d'organiser par étapes l'ensemble de la fresque. C'est alors que commence un véritable travail de construction. Más rápido todo el dibujo ahí, ¿no? Sí, es como pues una construcción, ¿no? Outre la manière de faire, il y a aussi pour l'artiste la raison du choix de son modèle. Ici, cette dame croisée il y a quelques jours au marché central situé à quelques pas d'ici. Pues bueno, es como hablar de esta gente que luego es un poco invisible para la sociedad. Ce qui m'intéresse, c'est de parler de ces hommes et de ces femmes qui transitent dans la ville presque de façon invisible. C'est une façon pour moi de les sortir de l'anonymat et d'inviter la communauté à ne pas les exclure. Pues dar un poquito de tiempo y de visibilidad para todas las personas que no lo tienen, ¿no? Plusieurs jours ont été nécessaires pour venir à bout de cette fresque murale qui restera désormais gravée sur cette paroi. Les habitants du quartier ont pu la voir évoluer en temps réel. Chacun y va de son propre commentaire, ce qui est déjà l'un des buts atteints de cette manifestation artistique très grand format. Et c'est cette balade colorée dans la capitale qui clôt ce journal. Merci d'avoir été des nôtres. Je vous dis à demain, toujours avec grand plaisir. D'ici là, portez-vous bien.